Jamais sans mon 4x4, jamais sans mon 4x4. L'incinération, c'est bon pour les poumons. Le réchauffement climatique, c'est vrai. Et après, le soleil va taper plus fort. On va voir la grippe aviaire. La paix dans le monde. Bonjour à tous, bienvenue à l'émission Regard sur l'environnement. Alors aujourd'hui, je suis en compagnie de l'association Santé Sud avec Annick Wostin, infirmière. Bonjour Annick. Bonjour Laura. Et également Yves Grand-Besançon, qui est médecin généraliste. Bonjour Yves. Bonjour Laura. Alors vous êtes également tous les deux membres du comité de pilotage de l'association Santé Sud. Et j'ai également Sarah Franco, qui est étudiante en Master LEA Management de projets humanitaires. Bonjour Sarah. Bonjour Laura. Donc on va commencer un peu par une description de l'association pour que nos auditeurs comprennent bien que fait l'association Santé Sud, quels sont les objectifs et les valeurs. Yves. D'abord, je vous remercie de nous avoir invités et qui nous donne l'occasion de présenter Santé Sud, le travail qu'on y fait. Donc, Santé Sud, c'est une vieille association quand même, puisqu'on a fêté l'année dernière ses 30 ans d'existence. Ça a commencé par des journées à la Seine-Baume organisées par le conseil régional il y a plus de 30 ans pour faire une réflexion sur ce qu'on appelait à l'époque les pays du tiers-monde. Là, nous sommes rencontrés avec des gens, des médecins dans le domaine de la santé, de Médecins sans frontières, de Médecins du monde, de Medicus Mundi. Et nous, on faisait partie d'un petit collectif qui s'appelait Médecins pour le Cambodge et le Laos. Et on avait fait le constat que partout où on allait, souvent, on trouvait des professionnels de santé qui étaient au chômage, qui ne pouvaient pas travailler, soit pour des raisons politiques comme en Palestine, soit pour des raisons administratives comme en Asie Sud-Est, soit pour des raisons de pauvreté comme en Afrique. Et naturellement, on s'est dit que ça serait plus intéressant, plus intelligent de mener des projets avec eux pour qu'ils puissent travailler plutôt que d'aller travailler à leur place. Voilà, c'est la philosophie de Santé Sud qui est agir sans remplacer. Donc vous faites partie de l'un des fondateurs de l'association, vous avez été là depuis le début. Exactement. D'accord. Et alors en quoi consiste un peu votre travail au sein de l'association, rapidement, pour qu'on ait une idée de ce que vous faites? Ce qu'on fait, donc suivant le principe qu'on a, donc on a des partenaires sur place avec qui nous proposent des projets. Et on s'en saisit lorsqu'ils sont dans l'esprit de Santé Sud et on monte des projets avec eux, financiers, auprès de différents bailleurs de fonds. Et on accompagne la réalisation de ces projets sur le plan matériel et humain. Alors vous, Annick, comment vous avez connu l'association? Comment vous êtes arrivée par là, quoi? Alors moi, j'ai connu l'association lors d'un DU, d'un diplôme universitaire fait ici à Marseille, dans lequel intervenait le président de l'époque de Santé Sud, qui nous faisait une description. Le DU, c'était aide médecine et catastrophe et aide humanitaire. Alors c'était deux concepts déjà antagonistes l'un de l'autre, mais enfin c'était le titre du DU. Et puis la philosophie de Santé Sud m'a beaucoup plu. J'avais déjà travaillé dans mon jeune temps durant 3 ans en Côte d'Ivoire en tant qu'infirmière responsable d'un dispensaire et j'étais complètement dans la substitution. Et là, la philosophie de Santé Sud, de fait de travailler avec, de travailler pour, mais non pas de faire à la place d'eux, m'a séduite. Et de là, je suis rentrée à Santé Sud et depuis, j'y suis toujours. Ça fait 24 ans, je crois. Oui, c'est la fameuse phrase « agir sans remplacer » que j'aime beaucoup, moi, de Santé Sud, parce que justement, c'est permettre au potentiel local de se développer et c'est quelque chose de beaucoup plus pérenne, finalement, que d'agir ponctuellement. Alors, tout à fait, mais ça nous demande aussi beaucoup... Enfin, c'est très différent que de faire à la place et on est toujours dans la recherche, dans la réflexion. Moi, j'appelle ça aussi refaire le monde lorsqu'on est en mission, à se poser des tas de questions. Alors que quand on est dans l'action, dans la substitution, on agit. Et en fait, moi, je trouve ça beaucoup plus facile d'être dans l'action et d'être dans la réflexion. C'est beaucoup plus compliqué, mais c'est beaucoup plus valorisant à long terme. Dans notre dernier projet associatif qu'on renouvelle régulièrement, on s'était posé la question de savoir s'il ne fallait pas changer cette phrase « agir sans remplacer » qui a plus de 30 ans. Et finalement, en tournant, on l'a gardée. Parce que ça correspond exactement. Il n'y a pas d'autre mot ça correspond exactement à cet état d'esprit.
Alors, moi, j'aimerais savoir un peu quelles sont les problématiques que vous rencontrez et qui sont liées à la qualité des systèmes de soins, justement, dans les pays en développement. Alors, Santé Sud, depuis sa création, a énormément évolué. À une époque, il y a une quinzaine d'années, on travaillait dans énormément de pays avec beaucoup de programmes et on s'est un petit peu recentré sur trois actions, trois types d'actions. Alors moi, je parlerai de la première, je te laisserai parler de la seconde, éventuellement la troisième. Alors, la première, c'est après les problèmes d'ajustement structurel qu'il y a eu en Afrique dans les années 85, c'est-à-dire que la Banque mondiale et le FMI ont refusé d'augmenter le nombre de fonctionnaires, les médecins de ces pays qui sortaient des facs de Bamako ou de Tananarive, par exemple, se sont trouvés au chômage parce qu'ils n'imaginaient pas pouvoir faire autre chose qu'être fonctionnaires. Et ils ont eu l'idée, et c'est eux qui ont eu l'idée, d'essayer d'installer des médecins à la campagne un petit peu comme c'était en France avant la sécurité sociale, avec des prix de consultation extrêmement bas et en les faisant participer à la santé publique de leur pays dans des régions, là je parle du Mali, où il y a un petit pouvoir d'achat, comme dans la région de Caille avec les migrants ou la région de Sikasso avec le coton. Et donc on a aidé ce projet à démarrer. Au départ, personne n'y croyait. Même les professeurs ici n'y croyaient pas qu'on allait faire retourner à la campagne des médecins qui étaient habitués à la ville. Et alors, comment vous y êtes arrivé, justement ? C'est arrivé en commençant par un qui allait. Et puis, moi, j'ai fait une évaluation. Il y a 20 ans de ça. Ils étaient 10 installés et ils avaient des vies tous absolument passionnantes. Et maintenant, ils sont à peu près 200. Il faut savoir que pour qu'un médecin puisse vivre, il faut une population de référence d'au moins 10 000 habitants, entre 10 000 et 30 000 habitants. Ils sont 200. Vous avez qu'à calculer, ça fait à peu près 3 ou 4 millions de personnes qui sont soignées en pleine campagne, dans un endroit très, très reculé et qui n'avaient jamais vu de médecin avant. Le Mali, je crois que ça compte à peu près 15 millions d'habitants maintenant. Donc maintenant, on est arrivé à une masse critique qui est plus de l'expérimentation, qui est de la réalisation. Alors, quelle autre problématique on peut rencontrer à ce niveau-là, Annick ? Alors, Santé Sud travaille aussi sur l'appui aux structures de santé et aux structures qui existent déjà sur place. Et donc là, on est dans le cadre non pas d'installation de médecins de campagne, mais dans l'aide à l'accès aux soins de qualité. Donc, nous travaillons dans des hôpitaux, dans des centres de santé. On essaye d'avoir toute la palette de la carte de santé qui va du poste de santé à l'hôpital de référence. Et donc, comme nous ne travaillons pas toujours à la place et que nous aidons, nous réfléchissons avec les cadres de ce système de santé, avec le personnel du ministère de la Santé, quelles seraient les actions les plus efficaces pour que les populations soignées reçoivent des soins de qualité et aient accès à ces soins de qualité. Donc, on travaille sur différentes problématiques qui peuvent être aussi bien l'accès géographique, l'accès culturel à ces soins, et puis ensuite à la mise en place de ces soins de qualité, donc par la formation et par l'aide aux structures, la mise en place de projets de santé dans les structures de santé. Alors, l'accès géographique, donc c'est un peu ça rejoint un peu ce que disait Yves, c'est-à-dire qu'il y a des zones rurales, j'imagine, qui sont complètement isolées avec pas du tout de médecins ni même d'établissements pouvant réaliser des soins. Moi, ça me rappelle, on avait fait une interview avec une association de Sénégalais sur Marseille et donc il y en avait un qui nous avait raconté une histoire justement qui se passait dans un tout petit village au Sénégal où une femme voulait accoucher, elle avait des complications et donc elle devait aller de toute urgence à l'hôpital. Déjà le premier établissement de soins, je ne sais même pas si c'était un hôpital, était déjà à plusieurs kilomètres et la personne n'était pas là le jour où elle est venue, donc personne ne pouvait s'en occuper. Et du coup, elle avait dû encore parcourir des dizaines et des dizaines de kilomètres et finalement, elle est morte en chemin. Donc, elle n'a pas pu arriver à temps. Et je me souviens, ce Sénégalais donc, qui nous racontait cette histoire, ça l'avait profondément marqué. Et donc, justement, il voulait amener plus de centres de soins avec
des personnes compétentes dans ces régions-là qui en sont totalement dépourvues. J'imagine que vous avez des problématiques similaires. C'est le problème essentiel que nous racontent les médecins quand on va les voir. Parce qu'avec ces médecins installés, on fait du compagnonnage. C'est-à-dire que des médecins d'ici, des médecins généralistes, vont travailler un moment avec eux. Avant, on faisait des échanges aussi. C'est-à-dire que ces médecins venaient travailler dans nos cabinets aussi. Mais on n'a plus les financements pour faire ça maintenant. Donc on fait du compagnonnage, on va travailler avec eux, on voit comment ils travaillent, on discute. Et c'est des expériences qui sont vraiment passionnantes. Et tout le temps, c'est le leitmotiv. C'est-à-dire, ils disent aux patients... pourquoi vous venez si tard? Pourquoi voilà. Parce que il faut un peu payer quand même. Oui, ça demande. Puis même le déplacement, bon. Et c'est le chef de famille, de la famille élargie, comme c'est en Afrique, qui décide ou non s'il va payer pour les soins. Donc, quelquefois, ça prend beaucoup de temps. Oui, en fonction de l'urgence, finalement, du problème. Il faut payer l'essence de la mobilette, etc. Et c'est pour ça qu'on parle aussi de frein culturel à tout ça. Donc, parce que il y a le frein géographique, mais il y a aussi le frein culturel. Parce que même là, il peut y avoir un centre de santé tout près, une maternité tout près. Si la famille, aussi dans cette maternité, ils ont entendu des choses qui se sont passées ou je ne sais quoi, la famille peut être rétive, plus que rétive, réticente et opposée même à la venue de la femme en maternité. Donc, c'est tout un travail qui est fait dans des différents projets. Alors après, on rencontre des problématiques très différentes suivant que l'on travaille en Asie, en Mongolie, au Laos, ou que l'on travaille dans les pays africains, ou actuellement en Tunisie, où nous menons des actions aussi dans les montagnes tunisiennes à la frontière de l'Algérie, dans les populations reculées, où on rencontre encore actuellement ces problématiques-là. Et donc, c'est pour ça que tout ce travail ne peut se faire qu'avec les professionnels locaux, parce que eux seuls connaissent bien leur population. Ils sont en général issus de cette population. Ils en ont la culture. Et donc, nous sommes quand même des étrangers. On n'est pas là directement avec eux. Donc, c'est par eux qu'on arrive à trouver des solutions qui font et c'est eux qui peuvent agir auprès de leur population. Donc, on est toujours dans la réflexion et dans le travail et dans l'accompagnement. En fait, on est là, je veux dire... On est à côté et puis on est dans la réflexion, dans la discussion ensemble. On n'arrive pas avec nos solutions toutes posées parce que si on arrive avec nos solutions, ça ne marchera pas. Avant qu'on aille plus loin dans le débat, il faut quand même présenter le troisième volet. Oui, c'est vrai. Qu'on fait, qui est quand même extrêmement important et qui est très original parce que c'est un volet médico-social qui est autour de la condition de la femme, surtout de la femme célibataire ou de la femme abandonnée, autour des enfants, autour de l'orphelinat, autour du handicap psychique et physique. Et ça, ce travail-là se fait avec des associations dans les pays du Maghreb, au Liban, en Mauritanie. Et même aussi sur les addictions. D'accord. Et donc là, dans quel cadre vous intervenez ? Qu'est-ce que vous proposez face à justement ces problématiques socio-culturelles ? On travaille avec des travailleurs spécialisés, des psychologues, des puéricultrices pour encadrer et monter la création de centres de soins, d'accueil pour ces personnes vulnérables et surtout aussi pour le problème de l'adoption qui est un problème difficile. Oui, moi ça me rappelle parce que j'ai fait un voyage au Tibet. Je suis partie un mois dans le cadre d'une petite association dans les Alpes-Maritimes là. Et donc il y avait cette problématique-là parce qu'on était allé dans un orphelinat et souvent ils nous disent on peut pas faire de l'orphelinat un super centre d'accueil parce que sinon les parents abandonneraient volontairement leurs enfants, sachant que à l'orphelinat ils vont être mieux que chez nous. Et donc du coup c'était là toute la problématique de faire quand même un centre qui puisse accueillir correctement les orphelins, mais ne pas inciter non plus les parents à abandonner volontairement leurs enfants en se disant ils vont avoir une vie meilleure à l'orphelinat qu'en étant chez nous. Oui, c'est vrai que c'est compliqué. Vous savez, l'orphelinat c'est un problème nouveau pour les Africains, surtout en Afrique centrale. Ça n'existait pas puisqu'il y a la famille élargie et que l'enfant est toujours pris par quelqu'un de la famille. Mais depuis le sida, il y a des familles entières qui sont dévastées. Il n'y a plus de parents. Les enfants ont le sida. Et il n'y a plus de famille élargie.
Donc on est obligé de créer, enfin ils sont obligés de créer des orphelinats pour les enfants qui ont le sida parce qu'il n'y a plus de tissu familial autour. Et pour eux, c'est tout à fait nouveau ça. Du coup, moi, j'aurais une question par rapport au problème du fait que même si les infrastructures de santé sont là, les gens ne vont pas forcément se déplacer pour des raisons diverses et variées. Esther Duflo, une économiste qui travaille beaucoup sur le développement, lors d'une conférence parlait d'expérimentation sur les mécanismes d'incitation qui peuvent être faits pour justement aider les gens à les motiver à se déplacer. Donc est-ce que vous mettez en place des mécanismes d'incitation une fois que les infrastructures de santé sont présentes ? Oui, parce que ça tourne encore une fois autour de la mère et l'enfant. C'est-à-dire que les médecins, encore une fois, c'est pas nous, les médecins incitent les femmes à venir accoucher dans les maternités de l'hôpital et sont très stricts, ou du moins le plus strict possible, par rapport au problème des vaccinations des enfants, c'est un problème très important, et poussent les mères vraiment à venir vacciner leurs enfants et à faire un suivi de PMI, de SMI, on dit, pour leurs enfants dans le centre de soins. Alors, je veux dire que dans les structures de santé, j'ai en tête l'exemple de la Mongolie où les distances sont assez considérables. La population est très dispersée puisque c'est 3 millions d'habitants sur 3 fois la France. Donc, c'est pas comparable à ce que ça pourrait être trouvé même dans des pays africains où la population est beaucoup plus concentrée. Mais on peut pas dire qu'il y ait des incitations particulières. Il n'y a pas d'incitation, il n'y a pas de cadeaux, il n'y a pas d'incitation financière. Par contre, comme c'est du travail à long terme, on travaille beaucoup avec les personnes issues de ces communautés et ce sont elles qui font des groupes de parole et qui font des groupes pour essayer de convaincre, qui font sous forme de, ça se fait aussi en Mauritanie, sous forme de spectacle, sous forme d'incitation, tout peut être imaginé pour que la femme trouve important d'aller amener son enfant ou trouve important d'aller accoucher dans une structure de santé. Alors c'est pas des incitations sous forme de cadeaux, mais alors tout existe en Mauritanie. Ils ont mis des pièces en route, des pièces de théâtre qui sont fabuleuses. Et donc c'est fait dans la joie, c'est fait à la façon africaine, c'est beau et les femmes comprennent l'importance d'aller à la structure de santé. Et puis c'est fait aussi qu'elles n'aient plus peur de la structure de santé. Donc il y a les imams qui parlent aussi dans les mosquées. Enfin, c'est très culturel et donc c'est pour ça c'est très variable d'un pays à l'autre. Je ne sais pas ce qui se fait dans d'autres associations, mais pour nous, c'est notre façon de travailler. Et il faut se rendre compte que pour ces médecins, par exemple, installés au Mali, ils ont des aires géographiques très très grandes. Donc eux se déplacent dans l'aire géographique et puisqu'on a dit qu'ils avaient en charge une partie des problèmes de santé publique. Ils s'occupent de l'assainissement, ils s'occupent de l'état des puits, ils s'occupent de l'éducation à la santé, ils s'occupent de la contraception. Et ils vont dans les bals, ils vont partout, ils vont sur les marchés et ils parlent. Ils vont dans les églises ou dans les mosquées, mais ils parlent. Et en plus, ils ont tous des relations avec les médecins locaux, avec les guérisseurs. Donc tout ça fait un amalgame qui fait que les gens quand même viennent dans les centres de santé. Alors c'est vrai que ça doit pas être évident parce que c'est quand même tout un travail de changement des mentalités et quand on a des traditions culturelles, je pense notamment à l'accouchement. C'est l'accouchement, ça se fait dans les traditions ancestrales, c'est à la maison, c'est et donc du coup on a du mal, comme vous disiez, à aller dans un établissement pour accoucher, etc. Mais en même temps, ce que je trouve génial finalement au sein de l'association, c'est que vous passez par encore des acteurs locaux pour changer les mentalités. C'est-à-dire que c'est pas vous qui arrivez en disant il faut faire ci, il faut faire ça, mais finalement c'est eux qui se l'approprient parce que ils ont peut-être les meilleurs moyens déjà pour communiquer entre eux et finalement une meilleure façon de l'expliquer et de se l'approprier eux-mêmes. C'est ça que je trouve assez intéressant. Alors pour parler aussi de l'accouchement, je veux dire que maintenant les femmes elles sont aussi convaincues de l'importance d'avoir leur enfant. On a passé le cap où la femme elle acceptait de faire 15 gamins pour en garder 4 ou 5 en vie. Donc elle est aussi maintenant, les femmes sont de plus en plus convaincues. Elles ont envie d'avoir une grossesse qui se déroule bien, d'avoir un bébé en bonne santé et en jouant là-dessus,
plus, voilà, on arrive à les faire venir. Mais alors, il faut aussi que la structure de santé soit accueillante, qu'elle ait aussi du matériel, qu'elle ait aussi des médicaments, que la femme puisse être prise en charge. D'où l'importance de toute cette chaîne qui est de la réflexion et de l'incitation à venir pour qu'elle puisse avoir un bébé en bonne santé, qu'elle aussi, elle puisse rester en bonne santé et que son bébé puisse vivre. Mais aussi, il faut qu'elle se sente accueillie. Et donc, tout le travail que l'on fait avec les professionnels de santé à l'accueil de cette patiente ou des patients, de cette parturiente ou des patients en règle générale, et aussi à la mise en place de structures pérennes avec des médicaments, avec de quoi soigner et avec une qualité de soins aussi. Parce que maintenant, les gens savent ce qui se passe à côté, dans d'autres pays, et ils ont envie aussi d'avoir ça chez eux. Il y a vraiment toute une évolution qui se fait actuellement. Mais vous savez, ils créent une nouvelle forme de médecine. On appelle ça la médecine communautaire, la médecine générale communautaire. Et quand on fait des échanges avec eux, quand on va travailler avec eux, on apprend beaucoup de choses d'eux. On apprend surtout la manière dont ils parlent aux patients, qui est beaucoup plus directe, beaucoup plus, je sais pas comment dire, avec plus d'humour que nous. Ils manient pas les termes de la même manière. Ils n'ont pas le même rapport avec une grave maladie ou la mort d'un enfant qu'on a. Alors comment ça se passe justement ? Est-ce que vous pouvez décrire ? Parce que c'est vrai que nous, on est habitués à notre culture française et à la façon dont se passent les choses ici. Mais alors du coup, décrivez-nous un peu comment ça se passe là-bas. Par exemple, pour les enfants, le problème, c'est le paludisme gravissime et la déshydratation. Et il y a beaucoup d'enfants qui meurent comme ça. Et donc, ça se passe comme ça. Ils arrivent en mobilette toujours, souvent de très loin, avec le bébé sur la mobilette. Le médecin fait ce qu'il peut, il fait des perfusions pour réhydrater, il fait un traitement. Mais quelquefois, le bébé décède quand même. Et il dit à la famille, votre bébé il est décédé. Et la famille prend le bébé, le remet sur la mobilette et repart. Sans qu'il y ait, a priori, d'émotions ou d'expressions qui se manifestent comme ça. Voilà. Et ça, pour nous, c'est vraiment étonnant. Voilà. Après, chez eux, il y a sûrement des manifestations. Oui, donc finalement, c'est après qu'ils vont exprimer leurs émotions, leur tristesse. Oui. Et puis, quand même, c'est empreint d'un certain fatalisme aussi, quand même. C'est-à-dire, le bébé meurt, et il meurt, quoi, un peu. Parce qu'ils en ont beaucoup, souvent. Mais ce qui est vraiment frappant, c'est ça, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir, un film qui a été fait sur l'installation des médecins de campagne au Mali, qui s'appelle Taurocité, ça veut dire « Tout commence à aller bien ». Et ça raconte la vie d'un médecin qu'on a installé. Et c'est vraiment extraordinaire d'émotion, la manière dont il s'adresse aux gens, et notamment aux femmes. La manière dont il parle de la contraception, la manière dont il parle de l'enfantement, la manière dont il parle de l'éducation des enfants, c'est très très émouvant, quoi. Et nous, on n'a plus l'habitude de parler comme ça avec nos patients. Et vous, qu'est-ce que vous ressentez, Annick, sur ce sujet en termes de différence d'approche ? Alors, je veux dire, déjà, l'approche est très différente. Moi, j'ai pas mal travaillé aussi en Mongolie et en Asie, et l'approche est très différente quand même entre l'Afrique et la Mongolie. En Afrique, on est quand même dans l'extériorisation de choses, ça danse facilement, ça se manifeste, le médecin arrive, s'installe, il y a la fête, il y a les danses et tout ça. En Mongolie, on est beaucoup plus sur la retenue. On ne le dit pas tout de suite, on reste en arrière, on va pas forcément vers les gens. Ce qui ne veut pas dire qu'ils n'ont pas d'émotion, au contraire, c'est très fort aussi, mais ça n'est pas du tout manifesté de la même façon. Par contre, ce qui est manifesté de la même façon, c'est à l'accouchement, je veux dire, la femme, elle sait pas manifester de la même façon, le terme est pas bon, mais la femme, on voit qu'elle ressent la même chose, on voit qu'elle a son contentement, on voit qu'elle a été heureuse de quelque chose. Moi, je suis très proche, j'aime beaucoup travailler avec le toucher. J'aime toucher les gens, j'aime caresser les gens qui souffrent, qui sont dans la peine. Un accouchement, j'ai pas envie d'intervenir de trop, j'en ai fait des tas en Afrique, j'ai pas du tout envie d'être trop interventionniste en faisant des touchés constamment et tout ça, mais j'ai envie d'être avec la femme, de l'aider à respirer, de l'aider à ce qu'elle soit le mieux possible à elle. Je pense que c'est important pour son enfant aussi. Et les femmes le ressentent terriblement. Et même si elles le disent pas, après elles disent, mais c'était mon meilleur accouchement, qu'est-ce que tu m'as aidé alors que j'ai pas fait grand chose. Mais je pense que c'est très important. Et elles le manifestent. Et c'est pour ça, après, que le personnel de santé, le personnel voit ça. Et eux
ne sont pas dans cette démarche-là, mais peu à peu, ils y viennent, parce qu'ils se rendent compte que si c'était elles qui étaient en cause, elles aimeraient ça aussi. J'ai eu un très beau compliment alors qu'on travaillait en Mongolie avec dans un service de soins palliatifs. Alors on dit soins palliatifs, c'est beaucoup dire, c'était un mouroir dans un hôpital à Tsetselerg au centre de la Mongolie. Et là, ils ont rien, ils ont à peine du paracétamol, ils ont pas de morphine ou très très peu, donc ils ont pas de calmant, donc que faire? Les gens viennent là, ils souffrent et ils meurent. Et puis en fait, en travaillant avec eux, je montrais qu'on pouvait faire beaucoup de choses avec peu, mais c'était pas médicamenteux. Mais en Mongolie, on est aussi dans le toucher, dans le massage et tout. Donc, trouver la meilleure position pour que la personne l'hydrater, comment l'hydrater le mieux possible, comment répondre à ses besoins, comment bien lui mettre le bras, on a beaucoup été là-dessus sur le rapport à la personne. Et une infirmière est venue en pleurs en me disant, si j'avais pu connaître ça avant de prendre en charge mon père, il serait pas mort dans les conditions où il est mort. Et j'ai trouvé que c'était un témoignage fabuleux. Et ça, je l'ai retenu, je le ressors assez même facilement, même là-bas en Mongolie, en disant voilà, on peut faire des tas de choses qui ne demandent pas d'investissement supplémentaire, qui demandent simplement une attention à l'autre. Et je pense que moi je suis fière de réussir des petites choses comme ça en disant ça demande du temps, de la réflexion, mais ça ne demande pas d'argent. Et si on peut arriver à ça, je trouve qu'on n'a pas tout perdu. Oui, parce que finalement la médecine c'est pas juste l'administration de médicaments, mais c'est aussi tout un accompagnement. Mais il n'y a pas que ça. Bien sûr, parce que on est aussi des êtres humains sensibles et on a besoin de ces petites attentions, ça c'est sûr. Je sais pas si Sarah, tu as une autre question que tu veux... Alors moi j'avais une autre question, mais plus technique du coup, sur les moyens de contrôle et d'évaluation des actions que vous effectuez dans les pays dans lesquels vous intervenez. C'est une question très très pertinente, mais très compliquée pour y répondre. Maintenant, dans les projets qu'on fait auprès de la Communauté européenne ou d'autres financeurs, l'évaluation est prise en compte. Quand on rédige le projet, il y a un volet sur l'évaluation du projet qui n'était pas avant. Et la manière d'évaluer ce qu'on fait n'est pas forcément la même du point de vue des financeurs, qui sont assez quantitatifs, et du point de vue de Santé Sud, où on est plus qualitatif. Mais bien sûr qu'il faut faire des évaluations, et souvent, il faut bien dire, c'est pas facile. On a travaillé longtemps, par exemple, en Centrafrique. On appelait ça, nous, la Centrafrique, le pays de l'an zéro du développement, parce qu'on a travaillé longtemps et que on n'a pas réussi grand-chose. Enfin, eux n'ont pas réussi grand-chose. La seule chose qui était visible dans l'évaluation, c'est qu'on avait repeint les bâtiments et fait quelques châteaux d'eau. Mais le travail de formation, le travail d'éducation à la santé, le travail de l'hygiène, le travail de vaccination, il n'en restait pratiquement rien. Annick, est-ce que vous souhaitez faire un complément ? Oui, moi sur l'évaluation, c'est sûr que c'est quelque chose de très important quand même, parce que je comprends les bailleurs qui mettent de l'argent dans des projets, qu'ils veulent avoir un résultat, mais comme dit Yves, ils sont beaucoup plus dans les quantitatifs. Alors si avec l'argent qu'a mis le bailleur dans le projet, on arrive à soigner, on a prouvé qu'on a fait venir, je sais pas moi, 5000 personnes à l'hôpital sur une année, qui a subi des consultations, ceci, cela, ils seront contents. Maintenant, il n'y a pas que ça non plus qui doit compter, il y a tout ce qui est la qualité du service rendu, comme j'en parlais tout à l'heure. Et puis Yves disait la difficulté, il reprend l'exemple de la Centrafrique. Nous avons travaillé ensemble pas mal en Centrafrique, et là c'est un pays quand même assez particulier aussi, puisque avec les mutineries, les guerres différentes qu'il a eues, et récemment les événements tragiques en Centrafrique. Alors c'est vrai qu'on a eu l'impression de défaire et refaire, puisque quand on avait terminé quelque part, eh bien les responsables de l'hôpital mouraient du sida, arrivaient d'autres responsables. Ensuite les bâtiments, l'ambulance qu'on avait mis en place, eh bien, il y avait une mutinerie et l'ambulance était prise par les mutins et l'hôpital recevait une roquette sur la maternité. Ouais, donc c'est des pays catastrophiques. Donc là, c'est vrai que quand on a fait un bilan, les bailleurs, évidemment, ils ont trouvé que c'était évident, qu'il restait pas grand-chose. Et là, en Centrafrique, c'est un pays quand même où on était plus dans la substitution, parce qu'on a fait beaucoup, on ne voulait pas abandonner la population centrafricaine, alors que le développement en Centrafrique, ça fait partie, je veux dire, de nos échecs. Parce que il faut signaler aussi que
pour réussir entre guillemets toujours un projet, il faut aussi que les conditions locales soient correctes. On ne peut pas faire, à notre avis, on ne peut pas faire du développement dans des pays en guerre. Les gens, ils ont d'autres choses à penser. C'est de la subsistance. Ils sont là, ils doivent rechercher leur nourriture, ils doivent survivre. Donc, ils ne peuvent pas penser. Donc, pour faire des projets de développement, il faut que ce soit des pays qui soient calmes, qu'il y ait des structures qui se tiennent, qu'il y ait des ministères, un État qui existe avec des lois qui existent, un État qui soit respecté, des ministres qui soient en poste et qui définissent une politique pour nous de la santé et tout. Et on ne peut pas faire de développement dans des conditions instables. C'est pas possible. Alors, on va faire une petite pause musicale. Vous nous avez choisi une chanson de Jacques Brel, Il nous faut regarder, c'est ça? Oui. Pourquoi vous avez choisi cette chanson? Moi, c'est une chanson que j'aime beaucoup et c'est une chanson dont je relis très facilement les paroles parce que c'est une chanson, il faut jamais se fier à ce qu'on voit devant soi et il faut toujours essayer d'aller voir derrière. Il y a forcément du bien de partout. Bon, on va l'écouter. Derrière la saleté, s'étalant devant nous, derrière les yeux plissés et les visages mous, au-delà de ces mains, ouvertes ou fermées, qui se tendent en vain ou qui sont point levées, plus loin que les frontières qui sont de barbelés, plus loin que la misère, il nous faut regarder. Il nous faut regarder ce qu'il y a de beau, le ciel gris ou bleuté, les filles au bord de l'eau, l'ami qu'on sait fidèle, le soleil de demain, le vol d'une hirondelle, le bateau qui revient, l'ami qu'on sait fidèle, le soleil de demain, le vol d'une hirondelle, le bateau qui revient. Par-delà le concert des sanglots et des pleurs et des cris de colère des hommes qui ont peur, par-delà le vacarme des rues et des chantiers, des sirènes d'alarme, des jurons de charretiers, plus forts que les enfants qui racontent les guerres et plus forts que les grands qui nous les ont fait faire. Il nous faut écouter l'oiseau au fond des bois, le murmure de l'été, le sang qui monte en soi, les berceuses des mers, les prières des enfants, et le bruit de la terre qui s'endort doucement, les berceuses des mers, les prières des enfants, et le bruit de la terre qui s'endort doucement. Bonjour à tous, bienvenue à la deuxième partie de l'émission Regard sur l'environnement. Donc je suis en compagnie de Yves et Annick de l'association Santé Sud et de Sarah qui est étudiante en management de projets humanitaires. Alors on a présenté un peu l'association et ce que vous faites. Moi ce que j'aimerais savoir c'est comment vous préparez une mission à l'étranger. C'est-à-dire j'imagine qu'il y a un travail en amont en France et puis ensuite comment ça se passe là-bas pour vous concrètement. Qui veut commencer ? Lorsqu'on est saisi d'un projet par une association, une faculté, un ministère même, on s'en empare, on l'étudie et on cherche des financements pour réaliser ce projet. Et quand on a ces financements, il faut le mettre en œuvre. Et donc là, effectivement, il y a des réunions préparatoires, il y a des briefings qui comportent de la géopolitique, de la situation des pays, de la situation de problèmes de santé dans le pays, etc. Et les gens qui partent sont formés au moins pendant une journée ou deux à Santé Sud avant de partir. Voilà. Et après, quand ils reviennent, ils doivent aussi faire un débriefing de même temps à Santé Sud. D'accord. Ouais. Alors moi je dirais quand on part individuellement, soit quand on prépare sa mission,
on rentre un peu dans cette mission, on rentre progressivement. Alors si on participe à tout le projet, qu'on fait des missions en plusieurs fois sur ce projet, c'est plus facile. Quand on fait des missions ponctuelles sur un projet, il faut rentrer dans ce projet, il faut connaître le projet, on n'arrive pas comme un cheveu sur la soupe, on arrive dans une continuité. Donc il faut savoir ce qu'il s'est fait avant, ce qui va se faire après, ce pourquoi on y va. Et quand on est mandaté pour aller faire une mission très spécifique, une mission de formation très spécifique, la préparation, moi personnellement, ça me demande beaucoup de temps, une préparation de mission, parce que on va les former. Je vais prendre un exemple assez récent. Je suis allée faire des missions de formation à l'hygiène dans des 3 grosses maternités de Nouakchott. C'est un projet qu'on a mère-enfant en Mauritanie, capitale de la Mauritanie. 3 grosses maternités qui, à elles seules, ces 3 maternités font à peu près 15 000 accouchements par an. Donc c'est quand même des gros chiffres. Et pas d'hygiène dans ces maternités, gros problème d'hygiène. Et donc il y avait eu différentes formations avec déjà des gynécos sur la problématique gynécologique pour les femmes et tout, mais là en particulier d'hygiène. Comment prendre à bras le corps cette mission, comment prendre cette formation, à qui je m'adressais, donc déjà savoir ce qui existe dans le pays, aller faire des recherches sur Internet, aller faire des recherches avec notre équipe locale, parce qu'on a une équipe locale. Moi, ça me demande, j'y passe beaucoup de temps auparavant, et puis ensuite préparer un PowerPoint qui soit parlant, qui soit interactif, déjà connaître le public que l'on va former aussi. En l'occurrence, c'était des cadres, infirmiers et sages-femmes. Donc, comment je vais travailler avec eux, comment je vais travailler en interactif avec eux et tout. Ça prend du temps, quoi. Mais c'est passionnant. Moi, je pense à un travail qu'on a fait en Russie autour des années 2000 dans la ville de Perm, dans l'Oural, à la demande d'associations de mères de familles, un peu sur le modèle des Viet Centers américains pour les gens qui avaient fait la guerre du Vietnam. Et là, c'était pour les jeunes gens qui avaient fait la guerre d'Afghanistan et la première guerre de Tchétchénie. Nous, à Santé Sud, on n'avait absolument aucune compétence particulière là-dessus. Donc, on a cherché un partenaire ici. Et on a fait un partenariat avec l'association Primo Levi à Paris, qui s'occupe des enfants qui ont été victimes de la Shoah ou des gens qui arrivent de l'étranger, qui ont été victimes de torture, etc. Et on a fait ce projet avec eux. Et ça nous a demandé une préparation absolument énorme. Parce que c'est compliqué comme projet. Et on a monté une équipe. On est parti à 3 avec un médecin, une psychologue et moi, qui était le responsable. Et on allait à Perm 15 jours tous les 3 mois pour monter ce projet. Et c'était extrêmement intéressant. C'était très difficile à monter. Et puis, ça a bien marché. Ce projet a bien marché, à tel point que la Communauté européenne, qui finançait pratiquement complètement, a décidé de renouveler le projet. Mais là, on n'a pas pu le faire parce que pour différentes raisons, des raisons financières avec les Russes. Voilà. Mais c'était énormément de travail administratif, de préparation, et puis aussi historique, anthropologique, etc. Oui, parce que l'idée, c'est quand même bien de connaître l'endroit où vous intervenez, où vous allez aider justement les gens sur place. Moi, je voulais savoir si les équipes locales, en général, coopéraient bien ou pas. Est-ce que des fois, vous arrivez et vous êtes confrontés à des médecins locaux ou des gens sur place qui ne sont pas forcément dans une attitude coopérative et du coup, peut-être ça complique un peu la mission. Est-ce que vous avez été confronté à ça? C'est-à-dire, maintenant, depuis plusieurs années maintenant, dans les pays où on travaille, on a des délégations locales des gens du pays, des médecins, d'infirmières, et c'est nos partenaires directement, ces délégations locales. Donc, il y en a qui sont très, très dynamiques, il y en a qui le sont un peu moins, il y en a qui ont des problèmes de compréhension, peut-être surtout pour la gestion des choses. Enfin, je ne sais pas ce qu'elle peut en dire aussi, oui. Mais c'est un gros problème actuellement. Alors, il y a le problème de l'équipe locale qui est là chargée de préparer là-bas sur place. Mais je veux dire, il y a aussi, on intervient dans des structures de santé qui n'ont pas forcément demandé. Le personnel n'a pas forcément demandé. Ça peut être les dirigeants de la structure ou le ministère de la Santé qui imposent des choses. Et donc, il faut convaincre le personnel parce que, après tout, on les embête. On arrive dans des services, on leur demande d'assister à des formations, on leur demande de faire des bilans, ensuite on met en place des protocoles. Enfin, je veux dire, on leur demande du travail en plus. C'est pas forcément
évident. Donc c'est pour ça, si on arrive en plaquant les choses, ça ne marche pas, ça c'est sûr. Donc il faut aussi les convaincre. Dans certains pays, les gens sont obligés, ils ne choisissent pas d'assister à des formations. On les nomme, on les oblige à participer à des formations. Donc ils n'en ont pas non plus forcément envie. C'est du travail toujours en plus. Et tout est là pour eux, faire en sorte qu'ils soient le mieux possible, et donc tout le travail personnel qu'on peut faire avec eux par ailleurs et tout, pour justement qu'ils y trouvent un intérêt, ne serait-ce que, moi je pars du principe qu'un intérêt ensuite dans leur travail, de leur faciliter leur travail, parce que grâce à ce qu'ils ont appris, ce qu'on a vu ensemble, les petites choses qu'on a pu mettre en place, pour eux le travail soit plus facile, plus aisé. Mais il faut qu'ils en aient un petit contentement, quoi. Bah oui, c'est ça, de leur dire au moins que les efforts qu'ils vont fournir vont servir à quelque chose. C'est sûr que ça va pas être toujours évident. Non. Et est-ce que vous apprenez quand vous allez là-bas? Ben, bien sûr, même beaucoup. Et le travail, les missions qu'on aime, qu'on apprécie particulièrement à Santé-Sud, c'est celles qui sont porteuses d'échanges surtout, où on a des échanges et on arrive à discuter avec eux de manière presque philosophique, c'est-à-dire comprendre ce que c'est que la médecine dans le monde, dans leur pays. On n'est pas médecin. Moi, je suis à Ciotat, j'ai à peu près 1000 patients, à peu près, et c'est pas pareil que si on a sa responsabilité 30 000 patients. C'est pas la même chose. Et il faut savoir qu'à travers le monde, tous les médecins du monde prêtent le serment d'Hippocrate. Et le serment d'Hippocrate, c'est un serment qui donne le droit de toucher au corps de l'autre. Et après, on peut réfléchir à quoi ça correspond. C'est-à-dire qu'en fait, on dit la médecine libérale, mais c'est jamais la médecine libérale. C'est même ici, même là-bas, c'est des gens qui ont une fonction sociale, politique au sens large, par rapport à la société dans laquelle ils vivent. Et on discute beaucoup de ça avec des anthropologues qui nous accompagnent aussi pour réaliser ce travail. Alors Annick, vous, quel a été peut-être votre plus grand apprentissage Disons que moi je l'ai fait très rapidement, puisque quand j'ai eu mon diplôme d'état d'infirmière, j'ai rapidement fait médecine tropicale et je suis partie très rapidement en Côte d'Ivoire. Donc là-bas j'étais plongée directement dans la culture de la brousse ivoirienne. Mais j'ai tout de suite, de toute façon déjà là-bas j'ai appris le dioula, j'ai appris le BT parce qu'il fallait communiquer avec les gens. Donc tout de suite. Mais après avec les missions Santé Sud, sur chaque mission on apprend des choses, parce que moi qui suis infirmière en France aussi, je me dis, mais en France, comment on utilise tout le matériel que l'on a, comment on s'en sert, le gaspillage qu'il peut y avoir, jusqu'où ça va les mesures d'hygiène, il en faut, et c'est draconien. Mais justement, comment il faut associer ces mesures d'hygiène aussi à, entre parenthèses, l'économie de moyens, apprendre à ne pas gaspiller. Et puis là-bas, les gens nous font des tas de réflexions, parce que nous, on est dans un système, et les gens là-bas vont nous dire, mais pourquoi tu fais ça? Et ça va nous interroger sur notre pratique. Et c'est vrai, pourquoi on fait ça? Parce qu'on l'a appris. Peut-être qu'on peut le faire aussi autrement. Peut-être que c'est eux aussi dans leur raison de faire. Et peut-être avec eux, on trouve des solutions, d'autres solutions. Et c'est toujours remis en question comme ça. Et puis, ne serait-ce que pour la culture, non, moi, je prends une image, je me dis, on part dans un pays, je pars la Mongolie parce que c'est tellement différent avec la langue qui est aussi, il faut travailler avec une interprète. On est en parallèle. On est des professionnels en parallèle. Tout d'un coup, on apprend à se regarder et on apprend à aller l'un vers l'autre. Et puis, hop, on peut faire quelque chose ensemble pour quelqu'un d'autre. Mais c'est fabuleux. Ce qui était aussi formidable, c'est quand vous faisiez des échanges avec les médecins maliens venaient ici. Moi, j'en ai reçu chez moi. Je me suis dit, pas de problème, ça va être vachement facile. Je connais mon boulot. Mais c'était très, très dur parce qu'ils posaient énormément de questions, des questions fondamentales. Et tout le temps, c'était « et pourquoi ça ? Et pourquoi ça ?» Notamment, c'est évident, c'est par exemple les maisons de retraite. Eux ne peuvent pas comprendre qu'on mette des personnes âgées en maison de retraite. Tout seul. Dans les villages en Afrique, il n'y a pas beaucoup de personnes âgées, mais il y a des personnes très âgées qui sont des sages, des responsables du visage, qui sont sous l'arbre à palabre, qui sont respectés. Et ils disent... Mais et tout le monde s'occupe d'eux. Voilà. Et à quoi ça sert dans notre pays d'avoir une espérance de vie de plus de 80 ans, pardon, si c'est pour mettre les gens dans des mouroirs. Hein? Alors... Et pour tout, ils disaient, mais pourquoi tu fais ça? Combien ça va coûter? Qui c'est qui paye? Tout le temps. Et ils n'étaient pas du tout enthousiastes par rapport à notre travail. Hein. Oui, j'imagine que ça, au niveau culturel, ça doit être un grand choc pour eux. Non, ils n'étaient pas du tout admiratifs de ce qu'on faisait. Hein.
Alors moi, je voulais revenir un peu à un autre aspect des problématiques de santé, parce que donc moi, je suis porte-parole d'une association Ecoforum qui justement s'occupe de l'environnement, la santé, la solidarité et le cadre de vie à Marseille et dans la région. Et donc nous, on s'est rendu compte qu'il y a de plus en plus de maladies, notamment des maladies émergentes ou même de problèmes de santé qui sont liés à des problèmes environnementaux. Je pense notamment à la pollution de l'air. Aujourd'hui, il y a 42 000 personnes en France qui meurent chaque année à cause de la pollution de l'air. Donc on voit bien qu'il y a beaucoup de liens qui se font. Et donc je voulais vous poser la question, vous, qu'est-ce que vous rencontrez notamment dans les pays en développement comme lien entre pollution environnementale et problèmes de santé? Ce qui est évident, c'est d'abord tous les problèmes liés à l'eau. Et l'eau insalubre fait des épidémies, des réelles épidémies. Et donc, c'est un des problèmes majeurs pour ces médecins, c'est de s'occuper de l'assainissement de l'eau, de faire des puits qui soient des puits réels avec des margelles, etc., pour éviter tout le péril autour de l'eau. Et ensuite, il y a l'hygiène élémentaire aussi qui fait des dégâts importants, notamment chez les petites filles. C'est idiot. Mais Drissa Konaté, qui je travaillais, il passait dans les villages et il disait aux mamans qu'il fallait que les petites filles, il fallait leur mettre des culottes. Qu'il ne fallait pas qu'elles se baladent les fesses à l'air dans la boue comme ça en marchant à quatre pattes, etc. Et voilà, c'est que des exemples. C'est beaucoup, oui, c'est beaucoup aussi. Je pense au problème de l'eau, en fait, lié au manque d'infrastructures, peut-être qui permettent justement de traiter l'eau ou d'avoir un assainissement correct. Oui. Et puis il y a une pollution auquel vous ne pensez pas, peut-être, mais sur les marchés africains, il y a des médicaments qui sont vendus en stock. Ils viennent d'on ne sait où. Vous avez des tas de médicaments comme ça, en pyramide, en couleurs, de toutes les couleurs. Et les types qui les vendent au gobelet, comme ça, un gobelet, et disent, tiens, ça va être bon pour soigner la dysenterie, ça va être bon pour soigner le paludisme. Sans ordonnance, sans savoir d'où vient le médicament. Ils ne savent pas du tout ce qu'il y a là-dedans. Et ce marché des médicaments comme ça, tous les médecins d'Afrique se battent contre ça, parce que c'est un vrai fléau. Parce que ça fait des dégâts considérables. Ça tue plein d'enfants parce qu'on ne sait pas du tout ce qu'il y a là-dedans. C'est vrai que c'est quelque chose auquel on ne pense pas forcément. Et autre chose auquel on ne pense pas forcément non plus, mais dans des pays africains et en Mongolie, il y a la pollution provoquée par nous, par notre système à nous, par nos forages, par ce qu'on va y faire, par la recherche de métaux lourds, de métaux rares et tout ça. Ces mines de recherche se développent en Centrafrique notamment. En Centrafrique, il y a de l'or et puis il y a aussi des métaux rares. En Mongolie, il y a Areva qui est en Mongolie aussi, qui est là, qui fait de la prospection. Et donc, il y a il y a les Français, les Canadiens, les Brésiliens, donc qui font des prospections et qui font de la recherche d'or et qui lavent l'or avec du mercure qui est déversé ensuite dans les rivières et ça devient une pollution catastrophique parce que les bêtes se boivent à ces rivières, les gens se lavent et boivent à ces rivières, prennent de l'eau aussi à ces rivières et ça c'est quelque chose qu'on n'a pas trop idée parce que on parle évidemment des mines, il nous faut des métaux rares pour nos téléphones et tout ça, mais on ne sait pas à quel prix pour les populations locales, quel prix cela a pour ces populations locales. Et c'est une pollution qui s'aggrave. Alors il y a la pollution pour les gens qui y travaillent, mais il y a la pollution aussi environnementale qui passe par l'eau. Alors ça me fait penser à un documentaire que j'avais vu, alors je me souviens plus du titre du documentaire, mais sur ce thème-là, des mines. Alors il y avait plusieurs choses qui étaient avancées, mais justement on voyait toutes les pollutions environnementales causées par le mercure et autres produits chimiques dont ils se servent pour l'extraction et le nettoyage. Et il y avait aussi, forcément il y avait le côté entreprise de on arrive, mais on apporte du travail, c'est un peu les on va dire les arguments qui sont avancés. Mais au final, oui, ils vont apporter du travail pendant peut-être 5 ans, voire 10 ans, une fois qu'ils ont extrait tout l'or ou tous les métaux, eh bien, ils s'en vont. Ils laissent, en gros, tout le bazar qu'ils ont fait, voilà. Et donc, il reste toutes les pollutions environnementales parce que l'environnement va mettre beaucoup plus de temps à se débarrasser de tous ces produits chimiques. Et ils laissent toutes les populations qu'ils ont embauchées sur le moment au chômage, sans emploi. Donc, finalement, bon.
ces arguments qui peuvent être avancés, qui sont un peu catastrophiques. Oui. Et il y avait aussi par rapport au coltan qu'on utilise pour justement tout ce qui est écran plat, les écrans de téléphone portable, etc. Et donc, ce sont en fait, pour aller justement dans ces mines qui sont souvent profondes et très étroites, ils utilisent des enfants parce qu'ils sont petits. Et le problème, c'est que c'est des mines qui sont très instables et souvent s'écroulent et beaucoup d'enfants meurent. Donc c'est vrai que c'est des choses assez horribles dont on peut-être... on s'en rend pas compte. En plus, ces mines, en Mongolie notamment, sont exploitées par des consortiums internationaux dans lesquels il n'y a pas la Mongolie. Donc, c'est pas eux qui envoient les bénéfices. Peut-être que ça crée de l'emploi pendant quelques temps, mais les bénéfices de ces exploitations, c'est pas les Mongols qui le reçoivent. Ça part à l'étranger. C'est d'autant plus choquant, quoi. Et il y a aussi le problème de la pollution dans des pays africains avec le coton, tout ce que demande le coton. On dit le coton matière naturelle, matière produite naturellement et tout ça. Et en fait, le coton, c'est une plante qui a besoin de beaucoup d'eau. Donc, on détourne des rivières pour arroser les champs de coton. Et le coton, c'est aussi une plante qui est traitée, énormément traitée. Et donc, les grands champs de coton, maintenant, sont traités par des avions ou par des drones. Enfin, ça sera peut-être par des drones, mais n'empêche qu'il y a l'épandage qui se fait. Il y a les champs de bananes qui sont aussi traités comme ça. Et donc, il y a toute cette pollution qui existe là-bas. Et donc, on n'a pas, nous, on n'en prend pas conscience lorsqu'on utilise tous ces produits, lorsqu'on mange tout ça. Mais pour les gens là-bas, ça peut être catastrophique, quoi. Bah justement, je voulais revenir un peu sur le thème de l'alimentation aussi. De voir avec vous, voilà, en termes d'alimentation, comment ça se passe là-bas? Est-ce que l'alimentation est équilibrée? Est-ce qu'il y a des choses à améliorer? Comment ça se passe? Alors, chaque pays a ses coutumes alimentaires. Alors, c'est aussi par pays, parce que je veux dire, en Centrafrique, par exemple, où les gens mangent énormément de manioc. Bon, le manioc est pauvre en soi. Ils ont énormément de carences. Ils ne mangent que du manioc. À côté de ça, ils ont des tas de fruits qui poussent un peu partout. Mais certaines coutumes empêchent de manger des fruits. Il y a les totems, il y a tout ce qu'on peut leur raconter. Donc, c'est toujours question d'éducation et de sensibilisation et de travail avec les mères dans les villages et tout ça pour que l'alimentation soit la plus diversifiée possible et la meilleure possible. Et puis à côté de ça, il y a des pays qui ne souffrent pas du tout, qui arrivent à avoir une alimentation quasi équilibrée. Mais on travaille beaucoup aussi avec les mères pour avoir l'allaitement intégral au moins pendant 6 mois, parce que les mères, on voit aussi à la télévision, elles ont tendance à donner du lait en poudre et du lait donc avec de l'eau qui est polluée et puis du lait qui est pas forcément dans les bons dosages, et donc les enfants jeunes peuvent avoir des carences. Donc on travaille dans la sensibilisation et avec l'allaitement intégral au moins pendant 6 mois et si possible pendant 1 an pour que l'enfant ait le moins de carences possible. Mais après tout dépend des pays, parce qu'alors là on voit de tout dans les différents pays. Oui, puis c'est pas évident non plus de faire face aux grandes multinationales qui des fois, moi ça me fait penser à la campagne qu'avait fait Nestlé. Alors il y a un moment, oui voilà, il y a 40 ans. Sur justement qui incitait les femmes à ne pas allaiter parce qu'elles avaient des carences nutritives et que du coup c'était pas bon pour leurs enfants, et donc plutôt à utiliser leur lait en poudre. Le problème c'est qu'elles mélangeaient ce lait en poudre avec de l'eau insalubre et que du coup il y avait une mortalité infantile. Le lait coûte cher, donc elles mettent pas les doses qu'il faut. Non seulement le lait coûte cher, du coup elles mettent des doses beaucoup plus faibles, et en plus l'eau mélangée est insalubre. Et puis en plus il y a des pays comme la Mongolie par exemple où il y a très peu de légumes qui poussent. C'est très très difficile d'avoir des légumes et ça vaut très cher. Et en plus, l'alimentation, parce que la Mongolie a un gradient de température dans certaines régions qui varie de 80 degrés, moins 40, plus 40. Et donc, il faut qu'ils prémunissent du froid et ils mangent énormément de graisse. Quand ils font des méchouis, ils mangent la graisse, ils ne mangent pas la viande. D'accord, ils mangent plus le gras pour justement tenir... C'est un mets de choix, le gras. Voilà. Et ils mangent très salé aussi pour retenir l'eau. Ce qui fait que c'est une maladie de santé publique. Il y a énormément d'hypertension en Mongolie. Et comme ce sont des gens très physiques, le cœur tient bien, mais c'est la tête qui pète. Et il y a beaucoup d'accidents vasculaires cérébraux, notamment chez les femmes, qui se retrouvent hémiplégiques très jeunes, parce qu'il y a un vaisseau qui pète dans la tête, à cause de l'hypertension et de la manière dont ils ont de se nourrir. Mais en même temps, ça doit être très difficile de faire changer l'alimentation, parce que ça, c'est quelque chose de vraiment très culturel. Donc, ça doit être difficile de changer les mentalités à ce niveau-là. Oui. En plus aussi, il y a le problème de l'alcool. Alors, nous, on était allés pour la communauté européenne qui nous avait
distribuer des éthylenotests pour leur donner. Et eux, ils ont rigolé complètement parce que eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils tracent un trait par terre, un trait à 1 mètre, un trait à 2 mètres, et ils font marcher la personne sur le trait. Alors, si elle dépasse le trait d'1 mètre, c'est qu'il a plus d'1 gramme. S'il dépasse plus de 2 grammes, et ils n'ont pas besoin d'éthylotest pour ça. Ça marche très très bien comme ça. Donc faut s'entraîner, c'est ça, à pas dépasser les traits. Voilà. Et donc c'était une pollution, cet éthylotest qu'on a amené, ça servait strictement à rien. Alors moi j'ai une petite question pour Sarah, parce que donc tu es étudiante en master de management de projets humanitaires. Qu'est-ce que ça t'a inspiré, tout le discours qu'on a pu avoir aujourd'hui, les discussions? Qu'est-ce que tu en penses? Alors moi, déjà, j'ai connu Santé Sud il y a plus d'1 an quand je faisais des recherches sur les associations humanitaires qui intervenaient en Afrique et qui étaient implantées en France. Et j'ai de suite vu que l'approche était très très intéressante, et plus j'étudie le travail humanitaire, et j'ai récemment aussi étudié le développement. Et on constate que oui, votre approche a l'air d'être la bonne. C'est mon point de vue, mais celle aussi de certains économistes, qu'il faut agir dans la durabilité, d'où la récente notion de développement durable qui concerne évidemment beaucoup la santé. Donc oui, je suis très admirative de votre travail. Et pourquoi tu t'es lancée dans ce thème-là, dans les projets humanitaires? Qu'est-ce qui te plaît, toi, là-dedans? Alors moi, j'aime forcément aider les gens. Après, je pense que ça peut s'appliquer de différentes manières, et c'est vrai que je suis de plus en plus séduite par l'idée de développement à long terme. L'intervention d'urgence est nécessaire, forcément, mais lorsqu'on voit des situations comme Haïti, dans lesquelles les associations sont intervenues, mais peu y sont restés, et que ça laisse le pays dans un état plutôt instable, on se rend compte de l'importance des associations comme Santé Sud. Alors, est-ce que, vu qu'on va bientôt terminer l'émission, moi je voudrais des petites anecdotes, si vous en avez, que ce soit des anecdotes positives ou négatives, hein, c'est-à-dire des moments, des fois peut-être qui vous ont rendu très triste ou très douloureux, et puis d'autres moments où vous étiez rempli de bonheur et de joie. La première fois que j'ai mis les pieds en Afrique, c'était en Centrafrique, et j'arrive dans un village qui s'appelle Carnot, je vais chez un médecin, il n'était pas là. J'étais avec sa femme qui a tapé l'intermédiaire pour me sortir du thermite pour l'apéro, et il est arrivé, je le connaissais pas, il m'a dit: toi, qu'est-ce que tu préfères, le temps ou l'argent? Bonne question. Parce que si tu préfères le temps, on va s'entendre. Si tu préfères l'argent, on va pas s'entendre. C'est une belle anecdote. Et vous, Annick? Moi, je reviens sur la femme qui devait accoucher de son 5e enfant, et qui était par terre, allongée en Centrafrique aussi, dans une pièce. Donc, les matrones avaient d'autres choses à faire que de s'en occuper. Et la femme souffrait, se tordait, gémissait, pleurait. Je suis arrivée là, complètement, je veux dire, par hasard. Je l'ai caressée, je l'ai humidifiée, je lui ai mis de l'eau partout, je lui ai donné à boire, je l'ai aidée à souffler, comme je le disais tout à l'heure. Cette femme a sorti une belle petite fille, et cette petite fille allait bien. La femme a dit: j'ai passé un accouchement, c'était super, alors que vraiment elle en avait vraiment bavé, parce qu'en fait on avait dû lui faire une épisiotomie parce que ça n'arrivait pas à passer. Et la petite fille, elle l'a appelée Annick, elle m'a dit: je te l'offre. Et j'ai dit, c'est non, trop beau. C'était très beau. Je ne sais pas ce qu'est devenue cette Annick, malheureusement, avec toutes les problématiques qu'il y a maintenant en Centrafrique. Bon, en tout cas, c'est la fin de cette émission. Je vous remercie vraiment à tous d'être venus et de nous avoir écoutés, pour nos auditeurs. Bonne journée à tout le monde. Merci beaucoup. Merci. Jamais sans mon 4x4, jamais sans mon 4x4. L'incinération, c'est bon pour les poumons. Le réchauffement climatique, c'est vrai. Et après, le soleil va taper plus fort. On va